Bonjour et bienvenue sur Confluence. Moi, c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment critique, la chute de l'agriculture française. On va voir que ça ressemble de plus en plus à un véritable naufrage organisé. Tout à fait, Gabrielle. Et tu sais, 2025 s'annonce justement comme l'une de ces dates, une de ces dates charnières. C'est le moment où une certitude sur laquelle la France s'est bâtie, eh bien cette certitude d'être une superpuissance qui nourrit, menace de voler en éclats. Voilà, c'est la question au cœur de notre analyse. Comment un pays, qui était quand même le grenier de l'Europe, a-t-il pu aussi méthodiquement déconstruire sa propre souveraineté alimentaire? C'est une histoire de décision, de renoncement et de conséquences qu'on va décortiquer ensemble. Alors, Gabriel, commençons par ce fameux point de bascule. Pourquoi 2025 est-elle si symbolique? Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Eh bien, c'est parce que pour la toute première fois en un demi-siècle, la France, ce géant agricole, va probablement importer plus de nourriture qu'elle n'en exporte. Attention, ce n'est pas un petit accident de parcours, c'est vraiment le symptôme d'un effondrement structurel. Et l'ampleur de ce séisme, elle est vertigineuse. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Faisons cette autopsie, chiffres à l'appui. Gabriel, dis-nous à quel point la situation est grave. La question est posée. Et la réponse, elle tient en un seul chiffre. Un chiffre qui, à lui seul, résume tout le drame. Moins 92%. C'est simple, c'est la disparition quasi totale de notre excédent agroalimentaire. Le fameux pétrole vert de la France s'est évaporé. Il faut bien comprendre une chose, l'excédent record de 2022, c'était un mirage. C'était un effet d'optique gonflé par l'inflation. La dure réalité, c'est que les volumes de production, eux, s'effondrent. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. Regardez, sur les 7 premiers mois de l'année, on est passé d'un excédent moyen de 4 milliards d'euros à seulement 8 millions. C'est ce que les économistes appellent l'épaisseur du trait. On est sur un fil, à l'équilibre précaire, au bord du déficit. Et tout ça, c'est le résultat d'un mécanisme vraiment destructeur. C'est le fameux effet de ciseau. D'un côté, nos exportations chutent parce qu'on est concurrencé par des pays beaucoup plus agressifs, et de l'autre, nos importations, elles, restent très élevées parce que les consommateurs, avec l'inflation, se tournent vers des produits étrangers qui sont moins chers. C'est un piège qui est en train de se refermer. Mais Sophia, cette situation, elle ne tombe pas du ciel. Il y a bien des responsables politiques, non? Oui, bien sûr, Gabriel. Ce naufrage, c'est le produit de 20 ans de choix politiques. Et même si les styles étaient différents, on dirait bien qu'une ligne directrice relie 3 présidences successives. On peut partir de Sarkozy et de l'inflation de normes du Grenelle. Continuer avec Hollande et la surtransposition un peu dogmatique des règles européennes, et finir avec Macron et son fameux « en même temps » paradoxal. Chaque mandat a en fait ajouté une couche de complexité, une couche de contraintes qui a affaibli la compétitivité française. Et le cas de la loi Egalim sous Macron est particulièrement révélateur. La loi Egalim, sur le papier, ça devait être une révolution, protéger le revenu des agriculteurs. Sauf que dans la réalité, ça a été un échec cuisant. La grande distribution a tout simplement contourné la loi en passant par ses centrales d'achat européennes pour négocier les prix au plus bas. Et au final, les agriculteurs français sont restés sur le carreau. Sophia, au-delà de ces politiques internes, il y a aussi la question des grands traités internationaux. Est-ce que ce sont eux qui ont porté le coup de grâce? C'est la question cruciale. On pourrait dire que si la politique intérieure a affaibli le système immunitaire de notre agriculture, les accords de libre-échange, et le Mercosur en particulier, risquent de lui porter le coup fatal. La logique de cet accord est d'une simplicité brutale. Le résumé est assez cinglant. C'est des voitures contre des vaches. En gros, pour vendre des voitures allemandes et des services français en Amérique du Sud, l'Europe accepte d'importer massivement de la viande, de la volaille, du sucre, produits avec des normes sociales et environnementales qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et pour justifier ça, on nous a beaucoup parlé des fameuses clauses miroirs. Ça, c'était la grande promesse. On n'importe pas de produits qui ne respectent pas nos propres règles. Sauf que la réalité, c'est que ces clauses, elles sont absentes du texte final, sous une forme qui soit vraiment contraignante. Donc en fait, l'Europe est en train de légaliser une concurrence déloyale. Elle demande à ses agriculteurs de faire toujours plus d'efforts, tout en ouvrant grand les portes à des produits qui, eux, ne s'y conforment pas du tout. Sophia, derrière tous ces chiffres, ces politiques, il y a la dimension humaine. Et c'est sans doute le point le plus important, Gabriel. Le déficit commercial a un visage. C'est celui de fermes qui ferment, de vies qui sont brisées. L'expert Pascal Beuvelet parle d'un plan social à bas bruit. 40 000 fermes disparues en seulement 3 ans. Le chiffre donne le vertige. C'est une véritable hémorragie silencieuse qui dévitalise nos campagnes. Et derrière chaque ferme qui ferme, il y a une histoire, et souvent une histoire tragique.
Un agriculteur met fin à ses jours, chaque jour. C'est une statistique de la honte. C'est le symptôme d'un désespoir terrible qui s'est installé dans nos campagnes. Et ce désespoir, il est nourri par un ensemble de facteurs implacables. Il y a l'impasse financière, bien sûr, mais il y a aussi ce sentiment d'être dénigré par la société, l'isolement, le fardeau administratif. Et puis, il y a le message envoyé par des accords comme le Mercosur, qui est terrible. Vous n'êtes plus utile, vous êtes remplaçable. Sophia, très concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans nos assiettes? Par exemple, sur un produit aussi banal que le poulet. Le cas du poulet est emblématique. La moitié, je dis bien la moitié du poulet qu'on consomme en France est importé. Et si on regarde des produits transformés, comme les nuggets ou les sandwichs, ce chiffre grimpe à 80%. On a tout simplement abandonné la production standard qui maintenant est dominée par la Pologne, le Brésil ou l'Ukraine. Et ça révèle une conséquence beaucoup plus large et très inquiétante. On est en train de créer une alimentation à deux vitesses en France. D'un côté, pour ceux qui en ont les moyens, une alimentation française, locale, de qualité. Et de l'autre, pour les classes populaires, une alimentation importée, standard, bon marché et dont les origines sont souvent floues. C'est un véritable échec social. Gabriel, après cette autopsie, quel est le verdict? Est-ce qu'on peut encore changer de cap? Eh bien, 2025 sonne un peu comme un ultimatum. Et pour inverser la tendance, il ne suffira pas de quelques petits ajustements. Il faudrait une véritable révolution, à la fois culturelle et politique. Ça passe par 3 conditions qui semblent non négociables. D'abord, il faut réhabiliter la production, accepter qu'on doit produire en masse pour nourrir. Ensuite, imposer une réciprocité stricte dans tous les accords commerciaux. Enfin, alléger drastiquement le fardeau des normes qui pèsent sur les agriculteurs. Sans ça, le destin semble vraiment scellé. La question reste donc posée. La ferme France va-t-elle connaître un sursaut vital ou est-ce qu'on assiste, impuissant, à la fin d'un modèle? C'est une question fondamentale pour l'avenir du pays. Merci de nous avoir suivis. Pour poursuivre la discussion, n'hésitez pas à commenter, aimer et à vous abonner. On se retrouve très bientôt sur Confluence.